Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une reconnaissance qui en dit long sur le poids croissant du Maroc sur la scène internationale. Omar Hillel, ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, vient d'être élu à l'unanimité président du comité de haut niveau de l'Assemblée générale sur la coopération sud-sud à l'ONU. Cette élection consacre une diplomatie marocaine de plus en plus influente, portée par la vision solidaire et panafricaine de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Santé, éducation, climat, agriculture, où le Maroc partage désormais son savoir-faire, mais aussi sa méthode, à savoir co-développement, co-investissement et respect mutuel. À l'heure où le multilatéralisme vacille et où les modèles classiques de coopération montrent leurs limites, la voie du Sud se structure et s'impose. Et c'est Rabat qui donne le tempo et compte bien faire entendre la voix des solutions du Sud sans complexe et avec ambition. Avec cette présidence, le Maroc ne parle plus seulement au nom des siens, il porte une vision pour l'avenir de la coopération, d'abord africaine et plus globalement internationale. J'accueille pour l'émission ce soir depuis Casablanca mon confrère Bachir Thiam. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, merci aussi pour l'invitation. C'est à vous de l'accepter. Avec moi en plateau, notre cher consultant Mostafa Sremi. Bonsoir. Bonsoir. Bachir Thiam, avant de parler de cette nouvelle élection consacrant la diplomatie marocaine, la grande actualité cette semaine consacre, elle, l'infrastructure ferroviaire marocaine avec le lancement hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI des travaux de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Alors en termes de coopération sud-sud, comment, selon vous, le Maroc peut capitaliser sur ses acquis en expertise, notamment ferroviaire, pour la partager avec les partenaires d'Afrique subsaharienne? Oui, déjà, vous l'avez dit, je pense déjà qu'il s'agisse d'une grande vitesse, donc LGV ou TGV pour faire simple. Ça dénote peut-être un peu l'accélération du Maroc dans ce secteur-là, en tout cas sur les infrastructures. On remonte à 20 ans plus tôt, ça a commencé à peine. Aujourd'hui, je pense que le Maroc se place parmi les standards mondiaux. Ne serait-ce que pour ça, en termes de leadership, il peut influencer tout le reste du continent, en tout cas l'Afrique proche déjà, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, qui est son arrière-cour immédiat, dans laquelle il évolue depuis 20 ans, on va dire ça comme ça, et que donc c'est source d'inspiration. Donc, impacter son savoir-faire, son expertise dans ce domaine d'infrastructure sur cette zone africaine-là, donc cette zone géographique, c'est presque tout naturellement que ça doit se faire parce que justement, tous ces pays alentours s'inspirent aussi de ce que fait le Maroc depuis une bonne vingtaine d'années aujourd'hui. Ça va tout doucement, mais sûrement, parce que sur le plan infrastructure aujourd'hui, je pense que le Maroc n'a pas grand-chose à envier aux États les plus développés dans ce domaine-là. C'est vrai, il reste encore à faire, mais à juger aujourd'hui, le Maroc, en 20 ans, a fait un saut qualitatif indiscutible, hein, il faut le dire comme ça, sur le plan ferroviaire notamment aussi, parce que les lignes ferroviaires, c'est ce qu'il faut peut-être sur le continent, c'est ça qui va aller plus loin, plus vite et dans des zones inaccessibles généralement par la route, par l'autoroute et par les avions et les bateaux, quoi. Très bien. Alors, peut-être un complément d'information sur cela, Mostafa Sremi, avant qu'on enchaîne sur cette élection de Omar Hillel à la tête de ce comité onusien pour la coopération sud-sud. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est le prolongement d'une capitalisation technique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le Maroc se distingue par un certain nombre de grands projets. Celui de la ligne de grande vitesse, évidemment, qui est un projet fantastique. C'est un projet fantastique. Songez que c'est Tanger-Rabat en 1 heure, que c'est toutes les dessertes, etc. Tanger-Marrakech en 2h40. En 2h40, oui, mais bien sûr, Marrakech, ça c'est vous. Donc c'est extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est l'acquisition d'un savoir-faire, d'une expérience et le plus important aussi, me semble-t-il, c'est le montage financier du projet. Ça prouve que c'est un projet viable qui intéresse les investisseurs étrangers, évidemment, sur ce plan-là, puis qui est un facteur aussi de développement territorial. Preuve va être faite que le transport ferroviaire
peut être aussi un facteur de développement territorial et ça ne peut qu'intéresser les pays africains. Alors, un peu de didactique à présent, professeur Mustafa Sahimi. Omar Hilal, ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, donc, a été élu à la tête du comité de haut niveau de l'Assemblée générale sur la coopération sud-sud à l'ONU. Un peu didactique pour nous expliquer d'abord ce que c'est que ce comité, quelles sont les prérogatives, les missions de ce comité de haut niveau de l'Assemblée générale sur la coopération sud-sud à l'ONU. Mustafa Sahimi. C'est un comité qui a presque 50 ans. Il a été créé en 1978 par l'Assemblée générale des Nations unies et il a un certain nombre de missions, lesquelles évaluer l'efficacité de la coopération sud-sud. Donc c'est un instrument de mesure. C'est également l'examen des politiques et des programmes des Nations unies en direction du Sud. J'y ajoute le renforcement de la coordination entre les agences onusiennes et les pays membres du Sud. Et puis aussi, c'est un vecteur et un facteur de coopération Sud sur un certain nombre de points que je décline rapidement. Le développement, le transfert technologie. Les principes liés à cela sont les suivants. La solidarité, le développement partagé et durable, évidemment, avec un certain nombre de secteurs, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, la formation professionnelle, la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique, etc. Donc c'est un instrument important qui sert un certain nombre de problématiques posées au Sud et à la coopération Sud-Sud et qui met en cause la politique menée par les agences onusiennes en direction de ces pays du Sud. Nous allons y venir. Cette question Je vous faisais viendra. la transition. Mais pas tout de suite, ce n'est pas la bonne transition. Mais j'allais surtout sur cette élection à l'unanimité. D'abord, quelle symbolique de l'unanimité sur la personne de l'ambassadeur permanent du Royaume à l'ONU, M. Omar Hilal, et aussi ce que cela signifie pour le positionnement du Maroc dans les grandes instances internationales, que ce soit à l'ONU, à l'UA ou ailleurs. Sur le profil de notre ambassadeur à New York, donc Omar Hilal, il y a d'abord le fait qu'il est en fonction depuis 10 ans. Puis exactement avril 2014, et donc il a capitalisé une expérience, un professionnalisme, des contacts, un carnet d'adresses, ça aide. Il y a également le fait que depuis 10 ans, il s'est distingué par d'autres présidences que je vais rapidement énumérer. Il a été président, par exemple, de la commission de l'ONU pour ce qui est de l'information, 2019-2021. Il a également président de la commission de la paix pour ce qui est de la consolidation de la paix en République centrafricaine. Plus encore, il a été président de la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies, celle du désarmement. J'y ajoute la vice-présidence de l'ECOSOC, les conseils économiques et sociaux, sa participation active tous les ans au comité spécial de décolonisation des 24, et puis également la vice-présidence de l'UNICEF. Donc un profil, un battant. Mais ceci, il assure le service après-vente d'une diplomatie. Et il n'assure ce service après-vente qu'avec ses qualités personnelles que j'évoquais, mais aussi parce qu'il y a un bon produit. Vous ne pouvez vendre sur le marché international que si vous avez un bon produit, quelles que soient les campagnes et les profils. Et évidemment, nous avons une diplomatie qui est influente. Il y a une crédibilité de la politique étrangère du Maroc qui se distingue par les prises de position, notamment pour ce qui est de la coopération sud-sud, on va y revenir sûrement, mais aussi par des positions d'avant-garde sur un certain nombre de questions touchant la communauté internationale. Je pense au changement climatique, les migrations, etc. Et des positions de neutralité en ce qui concerne certains dossiers chauds sur le continent. Oui, très important vous avez raison de le relever, avec le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont ceux de la Charte des Nations Unies de 1945 et ceux de la Charte de l'UA, c'est-à-dire le respect de l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, on ne le dira jamais assez, vous savez à quoi je fais référence, et puis le partenariat, la coopération. Nous sommes en plein dans le grand boulevard des principes des Nations Unies de la Charte de l'UA. Alors, à présent, Bachir Thiam, avec vous, avec cette élection à l'unanimité, quel est l'apport d'abord de cette élection en faveur du plaidoyer sur l'Afrique et le rôle du Maroc dans ce plaidoyer? Peut-être il y a beaucoup de points, je pense que le professeur Sahimi l'a déjà soulevé, mais ce que je retiens d'abord globalement, c'est cette élection renforce vraiment la diplomatie royale.
parce qu'il a dit pour vendre, il faut avoir du bon produit, notamment sur le marché international, parce qu'on est sur la diplomatie internationale. Il faut avoir quelque chose de solide pour pouvoir le vendre. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a acquis une connaissance certaine, en tout cas une expertise certaine dans ce domaine-là, dans le domaine de coopération, notamment Sud-Sud dont on parle. Aujourd'hui, on parle de Sud global. Je pense que cette élection donc repositionne Omar Hilal, donc le Maroc par ailleurs, dans cette stratégie effectivement de place prioritaire dans l'offre globale de ce Sud global. Parce qu'il faut aussi se positionner, on sort de l'Afrique, et ça va beaucoup plus loin quand on parle du Sud global. Donc, effectivement, c'est lorgner aussi au-delà du continent, parce que bientôt, peut-être, l'Afrique sera toute petite pour le Maroc. Il faut sortir aussi, il faut encore élargir beaucoup plus, parce que c'est là où l'influence s'étalera. On ne peut pas se contenter d'une sorte de chasse gardée, en tout cas de territoire acquis déjà. Non, il faut aller au-delà pour effectivement imposer et partager son expertise. Je pense que le Maroc a besoin de valoriser son modèle de coopération Sud-Sud, donc ça va au-delà de l'Afrique. Donc je pense que l'ambassadeur, comme l'a rappelé le professeur Sehimi, est bien installé depuis une dizaine d'années. Donc il a un carnet d'adresses qui est étoffé, il a une du relationnel, donc ça se sait. S'il a été élu, ou en tout cas à l'unanimité, je pense que donc faire l'unanimité dans ce monde actuel, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça m'a même étonné, je cherchais s'il y a une abstention, mais bon, finalement, tout le monde a voté, donc c'est tant mieux. Et là, il le porte. Et au-delà de ça, il y a aussi la valorisation, je parlais de valorisation, le renforcement des alliances stratégiques, parce que le fait qu'il accède à ce poste de responsabilité encore, en tout cas à la présidence de ce comité, lui permet de tout de suite s'installer à la table des autres comités qui sont stratégiques, qui vont permettre aussi au Maroc, et donc l'Afrique, le continent qu'il porte aujourd'hui la voix, de pouvoir positionner sa politique diplomatique sur le plan international. Je pense que l'enjeu est là, et c'est là où se jouent aussi les décisions finales qui permettront demain ou pas de passer ou de résoudre des problèmes qui sont là depuis une cinquantaine d'années, dont l'ambassadeur Omar Hilal s'évertue tous les jours à espérer que ça va finir bientôt. Il nous disait que peut-être les 50 ans de la marche verte marquerait encore peut-être une nouvelle tournure dans cette diplomatie. Je pense que ça sera le cas. Alors justement, Bachir Thiam, le Maroc bâtit une influence par le concret. Quelle est la perception du Sud de cette influence marocaine? Il est intéressant aussi de voir les deux perspectives. La perspective du Maroc pour le Sud, mais aussi la perspective du Sud vis-à-vis de cette politique de coopération Sud-Sud menée par le Maroc. Ouais, je pense que le reste du continent a aujourd'hui accepté le Maroc comme d'autres pays africains sur le continent, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, de grands pays comme ça qui ont pris leur responsabilité de leadership. Parce que ce qui nous manquait, c'est ce leadership-là sur le continent. Beaucoup de pays, 50 pays à peu près, qui sont de petits pays, puis un à un, effectivement, séparément, mais dans une sorte de coopération, d'élan de coopération, parce qu'on parlait tout de suite de coopération Sud-Sud, donc ça recadre la coopération, et puis ça l'inscrit sur une zone géographique donnée, ou en tout cas une aire commerciale donnée, etc. Donc le Maroc s'est positionné d'abord dans ces petits marchés au départ. On parlait de l'UMOA au départ, et puis de la CEDEAO, et puis aujourd'hui ça va au-delà de la CEDEAO. Donc le Maroc a ce besoin d'aller au-delà afin de ce précaré, qu'on va dire ça comme ça, c'est bien sûr entre guillemets, mais il faut aller au-delà, et je pense que c'est ça que le Maroc a bousculé, et c'est ça qui a été bien reçu, parce que ça a été bousculé de manière intelligente, ça n'a jamais été condescendant, de bonne intelligence pour que ça soit distillé ici et là, et ça a été accepté. Je pense que ça a été accepté d'abord par des pays leaders aussi, il faut le dire, parce que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée sont porteuses aussi de cette politique ou de cette diplomatie marocaine. C'est le continuum de cette diplomatie vers le reste de l'Afrique, et ça a été un peu poussif par moment, mais après c'est parti très vite. Et là aujourd'hui, je pense que de par le développement que le Maroc par ailleurs investit dans son pays, montre, c'est une vitrine aussi pour les autres pays de dire, écoutez, on peut faire comme le Maroc, pourquoi pas, parce qu'on s'est toujours inspiré des autres pays, des autres modèles. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont de chez nous,
donc qui sont beaucoup plus à même de nous inspirer sans grands efforts ou en tout cas sans aller très loin pour les dupliquer, quoi. Je pense que c'est en cela que le Maroc est bien accueilli du côté sud et bien vu aussi dans le sens Maroc Sud ou Sud Maroc, quoi. Justement avec humilité, sans condescendance, à l'image même de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ce panafricanisme, Mustafa Shimi, et pour cette influence, parce que le mot influence n'a rien de péjoratif ni hautain, et il est peut-être important de clarifier cela avec vous, Mustafa Shimi, sur cette influence du Maroc sur le continent. Avec le recul, qu'est-ce qui fait que le Maroc, en 2025, a une influence sur la scène régionale, continentale et même internationale? Il y a 3 facteurs cumulatifs qui poussent dans ce sens, me semble-t-il. Premier facteur, c'est ce qui est fait en interne. Depuis plus de décennies, le Maroc, c'est le Maroc des réformes, c'est le Maroc des chantiers, avec l'élargissement des espaces démocratiques, avec un certain nombre de réformes institutionnelles importantes, dont la Constitution de 2011, vous le savez, puis tous les grands chantiers intéressants, donc un certain nombre de codes qui sont faits ou qui vont être finalisés. C'est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez être audible à l'international que si chez vous, il y a un projet de société, il y a des chantiers et il y a une adhésion partagée sur un certain nombre de valeurs et référentiels. Deuxième facteur, le leadership. Le leadership, c'est celui du souverain, Sa Majesté le roi. C'est un leadership qui s'est traduit, non pas par des coups de communication, mais c'est traduit par une politique de terrain. Savez-vous, faut-il le rappeler, vous le savez, mais il faut le rappeler à nos téléspectateurs, combien de voyages, de visites souverains effectués en Afrique? 50. Combien d'accords ont été signés lors de ces 50 visites? Plus d'1 millier d'accords. Il y a également une conception. C'est le dernier volet, il faut une doctrine. Il y a la situation du Maroc comme projet de société, le modèle société. Il y a le leadership royal, qui est un leadership qui est salué international parce que c'est une voie de sagesse, de responsabilité, de paix. Le Maroc est producteur de paix à l'international. C'est important. Et puis, le dernier point, c'est une vision. C'est une vision qui, dans le texte de référence, me semble-t-il, est le discours d'Abidjan de février 2014, qui est un texte extrêmement important. Pourquoi c'est un texte de référence? Avec d'abord le rejet du paternalisme, a été dit par le souverain dans son discours, dans son message, donc, et dans son discours. Donc c'est extrêmement important et ça c'est un élément qui est apprécié au niveau continental du fait du paternalisme d'un certain nombre de puissances occidentales et puis aussi une vision sud-sud adossée à des projets communs, lesquels le co-développement, la solidarité, le respect de la souveraineté. Les initiatives, il y a une initiative atlantique en faveur des pays du Sahel. Tout à fait. L'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, on vient de le voir aussi, ça a été conforté, ça a été la fameuse triple A lancée lors de la COP22. L'initiative pour la sécurité, la stabilité et la souveraineté en Afrique, la triple S. Beaucoup de facettes de cette coopération sud-sud, beaucoup de facettes concrètes de la coopération sud-sud. En résumé, des projets d'infrastructure importants, route, énergie, logement. Oui. Le rôle joué par le Maroc lors de la COP 22 à Marrakech, où il y a eu un sommet africain parallèlement à la COP 22, vous savez, sur le changement climatique, problème d'environnement. D'où la triple A. J'y ajoute en mars 2018. Donc, toute la politique migratoire, le souverain ayant été, vous savez, consacré comme leader de la migration, un mois après le retour du Maroc au sein de l'UA, problème d'environnement, etc. Et donc, vous avez parlé de politique concrète. Oui, politique concrète. C'est une politique qui ne se traduit pas par des chèques. La remise de chèques, comme un certain nombre de pays remise de chèques. Oui, remise de chèques. On vient, on remet un chèque, etc. Ça, ce n'est pas la politique du Maroc. La politique du Maroc, c'est des projets. Ça fait sourire notre cher Thiam. Il sait de quoi je parle. Avec donc des mesures économiques, de l'implantation d'acteurs économiques, banques, télécom, énergie, BTP, agriculture, la diplomatie phosphatière qui est exceptionnelle, avec les engrais
spécifique pour les terres agricoles africaines et souvent d'ailleurs c'est une aide directe sans aucune contrepartie, c'est extrêmement important. Et ça touche les petits agriculteurs, c'est ça qui est important. J'y ajoute aussi une aide humanitaire, vous le savez, une aide sociale. Il y a 8000 étudiants africains boursiers. Il y a tous les programmes de formation professionnelle également direction de l'Afrique. Et puis, il y a aussi, j'y reviens pas, l'action diplomatique qui est menée pour des opérations d'initiative de médiation. Il y a un certain nombre de situations, le Maroc a joué un rôle de médiation, sans parler de la diplomatie spirituelle, évidemment, sécuritaire, c'est connu, et puis tout le soft power. Le soft power marocain, culturel, mais aussi sportif. Alors un mot justement sur cela, Bachir Thiam, parce qu'il ne faut pas, on ne peut pas passer à côté de cela, d'autant plus que le Maroc s'apprête à accueillir le football africain à travers la CAN en décembre. Et comment tout ceci s'imbrique pour faire un peu du Maroc cette locomotive de la coopération sud-sud, notamment sur le continent. Et surtout que le Maroc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays africains qui disposent d'une agence dédiée à la coopération internationale, l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui ne s'occupe que justement de conforter, de concrétiser cette coopération sud-sud. Un mot sur ces différentes facettes, cher Bachir. Oui, parce que justement, je prends encore ce que disait le professeur Sehmi, en disant qu'il fallait du concret. Effectivement, c'est du concret parce qu'il a donné des chiffres, c'est concret. Il a cité beaucoup de coopérations déjà agissantes et qui sont opérationnelles. C'est du concret. Il parlait de l'OCP, donc du phosphate, c'est du concret. Au-delà de tout ça, maintenant, on parle de la CAN. Donc, accueillir aussi l'Afrique, c'était quand même une sorte d'obligation parce que si on rappelle, le Maroc, ça fait plus de 40 ans pratiquement qu'il n'a pas accueilli la CAN. Donc, en 82, la dernière en date, c'est beaucoup. Et c'était l'objectif Coupe du Monde. Aujourd'hui, chemin faisant, il aura et la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, donc c'est sur le gâteau. Et je pense par contre, ce qu'il faut faire encore pour incarner cette africanité du Maroc et effectivement consolider ses acquis, c'est aussi donner sa place qu'il faut à la CAN. Moi, c'est mon avis, je pense que la CAN aujourd'hui, on n'en parle presque pas, on parle que de la Coupe du Monde et qui n'interviendra qu'en 2030, alors que la CAN est dans quelques mois. On en parle très très peu. Je pense qu'il faut donner cette valeur-là aussi parce que c'est important. C'est une vitrine par ailleurs, parce que si Moustapha Sehmi parlait de soft power aussi, cette diplomatie, c'est une diplomatie sportive, simplement, culturelle aussi. Ouais. Surtout que ça concerne la jeunesse cette fois-ci, c'est la jeunesse qui est concernée parce que c'est le football, pardon. Donc c'est certainement comment accueillir les Africains autant qu'ils sont, tous les pays qualifiés. C'est beaucoup de pays qui viendront, donc il faut les accueillir. Donc il faut en parler. Et pour en parler, pour que les Marocains se préparent aussi à accueillir cette Afrique-là, parce que cette Afrique-là viendra cette fois-ci que pour faire la fête, que pour faire du foot, pour regarder du football, pour passer du bon moment, du bon temps et repartir certainement. Oui. Bon, donc c'est ça aussi, il faut donner de l'ampleur à cet événement parce que c'est important, ça consolide encore le côté concret de l'action marocaine en le faisant. Parce qu'avant cette CAN, si on fait juste un petit retour en arrière, beaucoup de pays du continent ont joué même leur match de qualification au Maroc. Oui. Simplement, c'est que le Maroc prête même de l'infrastructure sportive à des pays frères qui n'en ont pas ou qui ne sont pas homologués simplement, même s'ils en ont. Donc, le plus important est que finalement, avant même cette Coupe d'Afrique, le Maroc a accueilli beaucoup de pays qui ont joué leur match d'éliminatoire ici au Maroc. Donc, c'est un bon... Voilà, c'est du concret aussi dans tout ça. Donc, ça veut dire que le Maroc est ouvert dans ce domaine-là. Donc, il faut donner de l'importance à ce secteur-là. Moi, ça m'intéresserait super bien. Voilà. Très bien. Dernière question sur cette actualité d'aujourd'hui avec l'élection, je le rappelle, de l'ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, Omar Hilal, à la présidence du comité de haut niveau de l'Assemblée générale sur la coopération sud-sud à l'ONU. Moustapha Sehmi, ça a été évoqué au tout début de cette émission. On va finir par cela. Comment les agences onusiennes peuvent s'adapter davantage à travers l'élection du Maroc aux réalités locales. Vous avez parlé d'agriculture tout à l'heure, on a parlé de sport. Par rapport aux besoins de cette jeunesse africaine, de cette jeunesse du Sud. Contrairement à ce que dit Bachir Thiam, si vous permettez, le Maroc se prépare à la CAN. Je vais vous donner un exemple en 10 secondes. La Compagnie nationale royale Air Maroc a signé une convention avec la CAF oui. pour des tarifs promotionnels particuliers et des desserts. Non, mais en tant qu'expert de la communication, il me semble qu'il faisait plus allusion justement qu'on parle moins. Il y a des axes. C'est en termes de message, le message qui, ce qui est normal, c'est la Coupe du Monde, mais la CAN aussi
Voilà, donc là, c'est du concret. Bon, par rapport aux agences onusiennes, sans alors transition. les agences, quelles sont les agences qui sont intéressées, à un titre ou à un autre, par la coopération sud-sud? Il y a d'abord la FAO, pour apporter un appui technique et également un appui pour ce qui est de la gestion des ressources. Il y a également le FIDA, Fonds international de développement agricole, qui se préoccupe de réduire la pauvreté et permettre l'accès direct au crédit, à la terre, à l'eau. Le PAM, Programme alimentaire mondial pour les aides d'urgence. Le PNUD également pour le développement durable, l'agriculture, la lutte contre la pauvreté. L'UNICEF, c'est pour vous dire que notre ambassadeur Omar Hillel, il a un mandat de 2 ans, il faut le dire. Ce n'est pas simplement une session qui préside, un mandat de 2 ans. Il aura fort à faire et il veillera à ce qu'il y ait davantage de coordination entre, évidemment, ces agences onusiennes spécialisées dans tel ou tel domaine et la nécessité de la promotion de la coopération sud-sud. Mustafa Shimi, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Toujours un plaisir. Merci à vous aussi, Bachir Tiam. Merci Khadija, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end.